Salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans N1, le podcast basket des équipes de The Playoff. La fin d'année 2025 approche et on est là pour continuer à vous parler NBA. La saison régulière bat son plein évidemment. Nouvel épisode qu'on va vous proposer avec plaisir et on a bossé. On a pas mal de thématiques cette semaine à aborder, donc j'espère que vous êtes prêts. Et pour m'accompagner, il est là, il est toujours là, il est fier comme un paon. Son équipe a gagné la NBA Cup. Premier titre depuis Mathusalem, c'est Yannick. Salut Yaya. Eh ben, salut Chris, salut à toutes, salut à tous. Je ne pensais pas vivre ça. J'ai vécu un sacre des Cubs. J'ai vécu des titres avec des astérix. Hein, tu sais ce que c'est, Chris. Euh, voilà, j'ai tout. Je pensais avoir tout vécu et puis là, voir les Knicks lever un trophée. Même, je sais même pas si je les avais vus gagner une Summer League. C'est dire. Donc tellement de fierté. Bravo. Bon, on va en parler dans quelques minutes. Évidemment, fallait. On l'avait pas prévu dans le truc là, Le conducteur. dans le conducteur. Merci. Et en fait, c'est toi qui nous a dit, bah attends, on va même pas parler d'Enix et la Cup. Donc, on va l'aborder évidemment Évidemment. dans quelques Enfin, minutes. quelle On fait un petit. objectivité. Ouais, voilà. Alors, vous voyez pas, Yannick nous montre fièrement son torse où il a le logo de New York qu'il arbore. Voilà, c'est très bien que ça Les, reste en podcast. les Yankees. C'est ça. Donc, Yaya est là et vous l'avez entendu là, elle est venue un petit peu se greffer sur l'introduction. Elle est de retour. Vrai plaisir de te retrouver après quelques semaines de trêve, d'absence et de plein de choses. C'est Anna. Salut Anna. Salut, salut. Merci de m'avoir dans le podcast. Bah, merci à toi de revenir. Bouh, Yaya, bouh. Mais en plus, on a besoin que tu sois là cette semaine parce que dans le débat qu'on va aborder, on a besoin de ton expertise autour d'une équipe que tu suis particulièrement et que Yaya et moi, on n'aime pas particulièrement non plus. Donc, il fallait quand même qu'on ait, tu vois, le côté positif qui vienne dans l'émission Fallait pour pouvoir l'équilibre. aborder. Ouais, c'est ça. Donc, on va en parler tout à l'heure du débat. Si vous nous suivez, vous avez compris de quelle équipe on parlera. Pour les autres, eh ben, vous allez découvrir ça tout à l'heure dans quelques minutes. Avant ça, on fera un petit récap express. On va vraiment essayer de s'y tenir parce que les dernières fois, on n'a pas vraiment tenu parole sur ce truc-là. On a quand même pas mal de trucs à aborder, mais on va essayer de faire en sorte que ce soit concis. Et comme vous êtes trois, le retour du quiz. Là, je trépignais d'impatience depuis plusieurs semaines. C'était compliqué de faire un quiz avec uniquement Yannick, évidemment. Donc là, je vous ai prévu un petit truc aux oignons. Ça fait plusieurs semaines que j'ai envie de refaire un quiz. Donc là, vous êtes trois. Bah, on est trois. Ce sera l'occasion de pouvoir retester vos connaissances, évidemment, au niveau du basket. Donc, on verra ça un petit peu plus tard dans l'émission. Et on terminera avec l'agenda, le programme qui sera aux alentours des matchs de Noël. Hein. On va pas spoiler, mais ce sera quand même ça la thématique de cette fin d'émission. On va attaquer, si vous voulez, les gars. Let's go. On va attaquer tout ça avec notre petit récap express donc et les Knicks. Voilà, on va en parler tout de suite. Les Knicks qui ont gagné donc cette NBA Cup. C'était dans la troisième édition de la NBA Cup. Ça se passait toujours à Las Vegas et New York a été remporté ce match-là. C'était contre les Spurs. Yannick, on te laisse la main sur ce match-là. Nous, on en avait un petit peu parlé la semaine dernière quand on avait fait un retour sur les demi-finales de la Cup. On avait vite fait un petit peu parler de la finale, mais le match est passé. Les Knicks l'ont emporté. C'était une belle finale. C'était un beau match globalement. Et Oui. du coup, une compétition quand même qui prend petit à petit, tu vois, en termes de motivation, que ce soit pour les joueurs, pour les gens qui suivent le basket ou pour nous observateurs. Alors, Pas... j'irai pas jusque là, mais en fait, le truc, tu vois, c'est qu'effectivement, pour moi, c'est plus un succès entre guillemets. Moi, je le mets vraiment à part. L'intérêt, c'est de donner un trophée à une deuxième équipe, ce qui est le cas de cette année. Et ensuite, donner de l'argent à surtout aux rookies et aux two-way contracts. Tu vois, pour moi, c'est ça le plus important. Et c'est Mhm. pour ça que les gars, ça soude des équipes quand même, mine de rien, tu vois. Après, on a vu aussi une chose, c'est que du côté de New York, on a offert les primes à tous ceux qui n'étaient pas récompensés, c'est-à-dire des assistants coach lointains, le staff médical, tout ça. Donc, tu vois, les grandes stars qui ont des gros contrats, c'est ce qu'ils ont fait. Donc ça, je voulais dire ça. Et plus que le match en lui-même, qui bon, bah c'est une victoire, c'est cool.
Moi, c'est tout ce qu'il y a autour qui a été fait et tout de suite, les Knicks ont dit on mettra pas de bannière au Madison Square Garden. Et pour moi, il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est que le front office et James Dolan en premier est contre la NBA Cup, donc c'est pour ça qu'il met pas visiblement qu'il met pas. Euh, Malgré tout, ils ont fait quelque chose pour au Madison Square Garden. Féliciter, pas un lever de bannière, mais tu vois, féliciter les joueurs quand au premier match à domicile, perdu d'ailleurs contre Philadelphie. Mais je trouve que c'est bien de les honorer. Il n'y a pas eu de titre depuis 73. J'étais même pas né. Donc je trouve que c'est trouver un autre moyen que la bannière pour célébrer cette équipe qui mérite parce que il y a quand même beaucoup de choses et on a vu l'émergence également de joueurs qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là et qui font beaucoup de bien. Voilà. Bon, rapidement de ce que t'en as déjà, ouais, ce truc-là de pas mettre la bannière, c'est la première équipe qui remporte la Cup, donc sur les 3 éditions là, qui ne met pas la bannière, si je ne m'abuse. Bon, après, Exactement. c'est peut-être plus anecdotique qu'autre chose, mais ça montre aussi Politique. Moi, je trouve que c'est politique de l'avoir fait en Ouais. disant ouais, bah, c'est votre cup, elle sert un peu à rien quoi. On gagne, ok, mais pour nous ça change rien. Oui, parce qu'il disait aussi que l'ambition derrière, c'était d'aller, il visait une autre bannière, tu vois. Donc Ouais. après, Parce que bon, le voilà, côté c'est de la déclaration. pas Qu'est-ce que t'en penses un peu, toi? moi, je pense que, bah, déjà, j'aurais préféré que les Spurs gagnent, pour Wemby. Non, mais c'est pas ouais, bon, ça va. Mais par contre, je trouve que c'est quand même un travail qui est bien récompensé pour les Knicks. Alors, je sais que les Boston fans vont être énervés avec moi parce que je dis ça. Mais c'est une équipe qui se construit beaucoup et qui s'est beaucoup construit autour de Jalen Brunson, qui ramène quand même pas mal d'espoir et qui pour les fans et je trouve que c'est plutôt intéressant de voir qu'ils sont capables de confirmer. Alors mais c'est la NBA Cup évidemment et donc tout est à prendre, avec des pincettes, c'est pas le format play-off et cetera. Mais ça prouve à leurs fans qu'ils sont capables de confirmer, cet espoir et ce potentiel qu'ils ont. Et donc je pense qu'en soi, c'est intéressant, surtout dans une conférence à la conférence Est. Je trouve que c'est intéressant même, pour leur année, pour l'année, pour nous, pour Boston, même de regarder un petit peu ce qu'ils sont capables de faire et voilà, non, c'est bon, bah, voilà, c'est la NBA Cup. Ça c'est pas que ça me fait ni chaud ni froid, mais c'est que bon, bah, voilà, c'est Mmh. bien, tant mieux, c'est passé. On passe à autre chose et on se prépare pour les playoffs maintenant. Allez, bon, voilà, bon, on passe à la suite. Et on voulait aborder, tiens, on passe complètement sur autre chose. La semaine d'un certain joueur, Dylan Brooks. On voulait aborder rapidement le cas de Dylan Brooks avec Phoenix. Alors, si vous avez suivi la NBA durant la semaine qui vient de s'écouler, vous avez vu, il y a eu pas mal de matchs des Suns, donc contre les Lakers et 2 fois contre les Warriors, si je ne m'abuse. Et il y a eu plusieurs actes pour Dylan Brooks. Alors, il y a eu ce premier moment, on va dire, premier temps fort dans sa semaine dans le match contre les Lakers autour de LeBron James. Il y a eu pas mal de petites provocations, d'altercations. Il a fini expulsé, Dylan Brooks, dans cette histoire-là. Un petit peu plus tard dans la semaine, il affronte les Warriors. L'équipe des Suns affronte les Warriors. Il y a eu ce mauvais geste sur Steph Curry. Là, on voit Steph qui prend un 3 points dans le corner et sur la redescente de Steph, en fait, on voit le bras de Brooks qui vient lui taper au niveau du torse, de l'estomac, et on voit que Steph Curry, du coup, ça lui a vraiment fait quelque chose et il reste par terre quelques instants. Il prend une faute flagrante, une pour le coup. Là, il y a encore eu des histoires parce que les deux équipes se sont revues donc à la fin du week-end. Il y a eu des déclats de Steve Kerr aussi par rapport à Dylan Brooks. Qu'est-ce qu'on en pense un petit peu de sa semaine, voilà, c'était plus prétexte pour en parler, mais du joueur, de ce côté un petit peu trash talk, provoque, mais en même temps parfois des gestes malheureux. On sait que dans le passé, il a eu des gestes qui ont aussi causé des blessures. Euh, on en pense quoi un petit peu de tout ça, de Dylan Brooks? Bah tiens, Anna. Alors j'ai un départ, très, très négatif avec Dillon Brooks. Pour moi, c'est une tête de con. Pardon, enfin, on doit pas Voilà. trop le dire sur le podcast, mais c'est pas Bon, terrible. Faut On sera pas censuré, ça faut devrait aller. biper ça. Mais en fait, c'est insupportable parce que du coup, je trouve que ça gâche le joueur qu'il est. Il y a beaucoup trop de fioritures à côté, avec tout son trash talk pourri et tout ça. Et puis en fait, finalement,
j'ai appris à apprécier le joueur parce qu'il apporte une intensité défensive dans une équipe qui est essentielle et derrière, en fait, il arrive à apporter offensivement. Et donc, en fait, s'il n'avait que ce trash talk, je t'aurais dit, oh là là, il est insupportable, je peux plus me le voir. Et là, c'est pas le cas. Alors aujourd'hui, on est dimanche. Je te dis, cette semaine, il a complètement pété un plomb. Je sais pas ce qu'il a eu, mais enfin, c'est n'importe quoi. Je trouve cette attitude qu'il a eue sur le terrain. Euh, Puis là, enfin, il gueule même sur les arbitres. Enfin, je sais pas ce qui se passe. Enfin, ça, il le fait tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que, enfin là, il a pété un plomb quand Jimmy Butler lui a balancé le ballon sur le torse, ce qui en soi est compréhensible, mais pas au point de s'énerver comme il l'a fait. Et donc, en fait, je me dis, ok, il y a peut-être un autre problème en dessous. Enfin, il est trop chaud pour ce moment. Et je pense que là, il faudrait qu'il se calme très, très, très sérieusement parce que je pense que cette attitude-là, c'est pas quelque chose que la NBA apprécie et qu'il risque peut-être une suspension s'il continue dans ce rythme-là, tout comme Draymond Green d'ailleurs. Qui s'est fait sortir hier, Draymond Green, lui. Parce Exactement, que, lui, il s'est fait éjecter. oui, mais c'est A pareil, raison. ça dépend à qui tu le fais, tu vois. Lui, au moins, il va pas chercher les petits joueurs, tu vois. Il va chercher les grosses stars. Je suis Et c'est d'accord. ça, en fait, le truc, tu vois. Moi, les gars qui trash talk comme Draymond Green, qui vont chercher des gars fragiles juste parce que pour faire style, les gars, mais montre Bah, que t'en as. Tu vois, tu veux faire le bad boy, va faire le bad boy. Mais face à Dylan Brooks, il recule. Tu vois, parce que Dylan ouais, c'est Brooks, vrai. justement. Mais en fait, c'est ça en fait le truc, tu vois. La fonction de goon était une vraie fonction. Ça existe en hockey. C'est le gars qui va protéger ses coéquipiers. Dans toutes les équipes, il en faut. Ça veut dire que à partir du moment où il y a un mec en face qui déconne, c'est toi qui vas régler la situation, tu le Ouais. sais. Mais après, à la différence de Draymond Green, par exemple, je suis pas sûre que Draymond Green soit vraiment dans ce rôle-là. Je pense que pour le coup, Mais c'est Draymond Green, vraiment. il est dépassé. C'est qu'il est dépassé. Non, mais même avant, dans sa période haute comme ça, je suis pas sûre qu'il avait ce rôle de goon, si tu veux. Mais il était goon pour une seule et bonne raison. Il est devenu parce que il est dépassé. Il est dépassé. Et il doit sa carrière à Stephen Curry et Klay Thompson. Voilà, merci. Ouais. Allez, c'est bon, on Attends, peut remballer maintenant. J'ai eu la décla que je voulais. bon, C'est bon. pour revenir sur Brooks, parce que c'était quand même le cœur du sujet à la base, Ouais. est-ce qu'il n'y a pas, je lis un petit peu ses déclats par rapport à ce qu'il a pu sortir, donc c'était sur le match suite au mauvais geste qu'il a eu avec Steph Curry. Tu vois, donc je reprends un petit peu des déclats qu'il a pu faire. Euh, c'est un travail sur moi-même que je dois faire. C'est la deuxième fois que je fais ça. J'ai appris de ça. Je vais trouver une solution. Après, il dit, je dois juste régler ça pour le prochain match pour ne plus me retrouver dans une mauvaise situation. Je vous prends des extraits de phrases, évidemment. Et après, il termine en disant, ça revient à ce que tu dis un peu, Yaya, quand tu joues contre les meilleurs joueurs de la ligue, ton niveau monte forcément. LeBron, KD, Steph, certains joueurs parlent beaucoup. Moi, je dois juste prouver que j'ai ma place. Est-ce qu'il n'y a pas un complexe d'infériorité un petit peu là-dedans et il faudrait pas qu'il aille plutôt faire une psychanalyse en premier chef, tu vois? Parce qu'en fait, il te dit des trucs, il te dit ouais, je dois travailler sur moi, je dois faire attention à ne pas me faire éjecter parce que du coup, ça pénalise mon équipe. Il l'a dit ça aussi, je voulais pas citer, mais il l'a dit dans les déclats. Et en fait, le match d'après ou 48 heures d'après, il fait encore un mauvais geste ou une mauvaise attitude. Soit t'es éjecté, soit tu te prends une technique, soit machin, ou tu prends le risque en fait que les arbitres, bah t'as un dossier qui commence à être de plus en plus gros et on sait comment ça fonctionne. Ils vont peut-être plus facilement te pénaliser toi qu'un autre joueur parce qu'ils savent que tu as un dossier qui te colle aux fesses. Donc Oui, mais quand tu fais ça, en fait, tu en joues. Tu en joues, en ouais, fait. mais est-ce que c'est pas au péril de son équipe? Non, pas forcément. Non. Bah, Et enfin, ça rien, dépend ici, il se fait son éjecter ou équipe, pas. son équipe, si tu veux, cette année, elle tourne. Ouais. Ouais, mais oui, Elle d'accord, tourne mais si beaucoup par plus. non mais d'accord, mais si par exemple, Tous tu les, vois, je pense que il est en match couperé, je sais pas pour les playoffs ou pour le play-in machin et il se fait expulser parce qu'encore une fois, il a pas réfléchi, il a un mauvais geste. Bah là du coup, il va directement pénaliser son équipe, c'est vers là que je voulais vous emmener. Oui, que son non, équipe tourne bien au mois de décembre, c'est très bien et on s'attendait pas à que Phoenix tourne aussi bien. Mais toi, j'essaye de voir sur Mais des en fait, moments peut-être. je comprends parce qu'en fait, il est juste pris dans le. Alors oui, il y a cette histoire de complexe d'infériorité peut-être face aux grandes stars parce qu'il n'en est pas une. et Malgré qu'il est tout, canadien. oui, qu'il est canadien, ça doit être ça.
Mais je pense que c'est surtout dans l'adrénaline, si tu veux. Dans l'adrénaline du moment, le mec, il est pas là pour enfiler des perles, il est là pour gagner des matchs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il va aller taper, enfin taper, se taper dans le sens où il va aller se donner pour aider son équipe et pour donner une intensité défensive. Parce que au final, c'est ça, c'est surtout ça en fait. Il y va. Parce que en fait, il se dit bah moi si je réagis comme ça, bah ça va entraîner mes coéquipiers dans ce même mood, dans ce même état d'esprit de on est des chiens de la casse et on laissera rien passer. Et je pense que c'est ça. Après en effet, peut-être qu'il y a une limite dans ses attitudes et peut-être qu'il se laisse entraîner dans ce dans ses gestes et dans ses paroles et dans ses actes qui font que c'est problématique. Mais je pense pas. Je pense que enfin oui, s'il veut, il peut aller en thérapie. Je pense que c'est toujours bien pour tout le monde de le faire, mais mais je suis pas sûre que ce soit enfin, c'est la solution. Je pense que c'est surtout l'adrénaline du moment Hmm. et que voilà, c'est tout. Ok. Un dernier truc, Yannick, tu veux peut-être sur Brooks ou on enchaîne? Ouais, enchaîne. On enchaîne. On enchaîne et le dernier point qu'on voulait aborder dans ce récap, c'est petite stat qui est sortie. Alors bon voilà, des stats, il en sort 5000 tous les soirs, hein, mais là celle-là on voulait la mettre en avant autour de Nikola Jokic qui alors c'était un petit peu plus tôt dans la semaine, hein, qui est devenu le meilleur passeur all-time au poste de pivot, donc c'est pas rien, avec un chiffre, une marque à 5667 devant Karim Abdul-Jabbar, devant Wilt Chamberlain, devant Bill Russell et bien d'autres. Alors, moi, je voulais vous lancer un petit peu là-dessus. Donc, il y a cette perf-là. Quand on regarde le tableau, c'est les collègues de Beansport qui en ont parlé dans NBA Extra. Donc, ils ont mis le total des passes, mais surtout la moyenne. Moi, c'est ça qui m'a fait halluciner. C'est qu'en gros, il est sur une moyenne de 7,4 passes, donc 7,5, on va arrondir, quand des mecs comme Karim, qui est derrière, avec un tout petit, à 7 passes d'écart au moment où ils ont fait le screen, était à 3,6. Donc, du simple au double, Wilt est à 4,4 et Bill Russell est à 4,3. C'est la rapidité à laquelle en fait Jokic est arrivé à cette performance-là. Euh, Là, on voit la saison encore qu'il fait où il est dans le top 5 des meilleurs scoreurs de l'NBA. Il est numéro 1 en termes de passes. Il est numéro 1 en termes de rebonds en moyenne. Il est même troisième en termes de total de points marqués là sur la saison régulière. Depuis 4-5 ans, Jokic, il marche sur tout le monde, il marche sur la ligue. Il aurait pu avoir 4 titres de MVP qui n'auraient choqué personne, voire potentiellement là encore un cette année. On continue à banaliser un petit peu ce que fait Nikola Jokic, ou à un moment on s'arrête et on se dit est-ce que c'est pas le meilleur pivot de l'histoire et est-ce que c'est pas un des meilleurs joueurs de Non. l'histoire? Non. Je pose la question. Ah. Non. Alors, pourquoi c'est pas un des meilleurs pivots de l'histoire? Déjà, tu connais mon attrait pour le nombre de bagues, et ensuite, c'est pas la même NBA. En fait, aujourd'hui, on est dans une NBA où le pivot n'a pas le même rôle que à l'époque. À l'époque, tu donnais la balle poste bas et dès que la balle arrivait au pivot, bah il marquait quoi. Donc très peu de passes. Le premier à vraiment faire des passes, c'était Hakeem Olajuwon. Après, c'était la longévité qui faisait quoi que ce soit. Donc je pense que c'est par rapport aux formes de jeu en fait qui sont un peu différentes. À l'époque, c'était beaucoup de l'isolation. Maintenant, il y a beaucoup plus de jeux collectifs avec un spacing vraiment différent. Je suis pas forcément d'accord avec le fait de dire que c'est le meilleur pivot de l'histoire. Donc c'est en plus déjà il est en activité, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Ah oui, Mais ça c'est ta maraude. Tant que le joueur est en activité, toi tu veux pas faire de oui. classement all-time, de trucs. On en avait Ben non, parlé déjà. un joueur en activité, non. Ouais. Oui, mais on peut Aujourd'hui, quand même non, mais si tu l'arrêtes à un instant T, imagine, et on l'espère pas pour lui, sa carrière s'arrête ce soir, tu vois. Bah, là, tu peux quand même faire un arrêt sur image et te dire à ce moment-là de l'histoire, avec tout ce qu'il a déjà accompli, où tu le classes, tu vois. alors sur les pivots, moi déjà je le classe derrière Shaquille O'Neal, je le classe derrière Kareem Abdul-Jabbar, je le classe derrière Hakeem Olajuwon, je le classe derrière David Robinson, tu vois. Donc C'est ton avis, ok. Attends, il y a des gens voilà. qui vont nous, bah, ok, mais c'est, non, mais c'est Non, mais bien, c'est parce bien. que c'est pas la même manière de jouer au poste de Ouais. pivot, il a Exactement. raison. Et en fait, si tu Sûr. veux, enfin, si tu veux, ce que j'ai cité avant, c'était c'était une ligue que de pivots. C'est-à-dire que en fait, si tu faisais 2,15 m, ça y est, t'étais à l'intérieur et tu scorais et t'avais ça, quoi, tu vois. Et
et c'était déjà pas mal. Donc c'est vraiment complètement autre chose. Ok. Pardon. À toi, Anna, sur Jokic, raccord avec Yaya ou un peu plus nuancé. On peut quand même se dire que on est sur un mec. Alors on dit souvent qu'on reverra jamais, mais en tout cas là, il nous propose des trucs depuis 5 ans, c'est incroyable, tu vois. Ouais. Moi, j'adore le jeu de Jokic. Je trouve que c'est un joueur qui est extrêmement polyvalent et qui se développe et qui, d'année en année, alors je sais pas s'il devient meilleur, mais en tout cas, moi, je le kiffe de plus en plus d'année en année. Donc voilà. Maintenant, là où je rejoins Yaya, c'est que il joue à un poste de pivot, oui, mais un poste de pivot en NBA en 2025. Un poste pivot où en fait derrière, il est obligé de distribuer la balle, il est obligé d'avoir ce rôle-là dans son équipe. Déjà parce qu'il en est capable et parce que bah c'est le jeu actuellement, c'est plus on parle plus du même type de pivot que dans les années 80, dans les années 90 puisque la NBA elle-même, elle a changé. Donc à partir de là, c'est rare que tu voyais un pivot shooter à 3 points. Enfin, je suis pas sûre d'avoir vu beaucoup de pivots shooter aussi bien à 3 points ou faire Non. ou être aussi, j'allais dire malléable, mais non, mais enfin habile de ses mains en termes de passes. Mm. Donc c'est quelque chose qui est comme ça. Maintenant, là où je trouve qu'il est assez sensationnel, c'est qu'il a alors révolutionné le poste de pivot, je suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais en tout cas, il a changé le profil de pivot, et il l'a transformé. C'est-à-dire qu'en fait, on découvre un nouveau type de poste de pivot et en soi, rien que pour ça, je trouve que c'est honorable et mémorable. Maintenant, je suis pas très, classement all time et tout ça parce que chaque période est différente l'une de l'autre et j'aime pas trop ce genre de Mm. classement-là, si ça répond à Ok. ta question. Ouais. Non, mais après on aurait pu en parler pendant des heures ou en faire une émission complète. Et on sait que c'est très, ça peut être clivant ces histoires de classement, de trucs. Et je suis d'accord avec toi aussi que les époques sont différentes et que c'est toujours compliqué de comparer un mec des années 80, 70, 90, déjà entre eux dans ces époques-là, à aujourd'hui dans les décennies 2010, 2020 et quasiment 2030 là. Donc voilà. Mais en tout cas, il fallait quand même qu'on en parle parce que voilà, il atteint encore un sommet, Nikola Jokic. Et c'est vrai que je regardais une des vidéos de chez Trash Talk là qu'on salue et je crois que c'est Alex qui dit ça. En fait, depuis le Covid, Nikola Jokic, il est sur une autre planète, tu vois. Et t'as l'impression que le Covid, c'était il y a 15 piges, tu vois. Et Non, c'était il y a mais 5 ans. ouais, non, mais tu vois, depuis cette époque-là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées depuis. Ce mec-là, il est dans l'élite de la NBA, il est au sommet de la ligue et il continue soir après soir à nous impressionner. Donc voilà, c'était une stat parmi d'autres qu'on voulait aborder dans ce petit récap express qui a plutôt été pas mal, 20 minutes. Je pense que c'est correct. Si vous voulez, on va partir sur le débat, messieurs dames, et on va aborder le cas d'une équipe qu'on n'a pas trop parlé encore depuis le début de la saison, à tort peut-être, mais là on va prendre le temps d'en discuter autour des Boston Celtics. Pourquoi on en parle? Alors pour plusieurs raisons. On en parle parce que les Boston Celtics carburent très très bien dans cette première partie de saison dans la conférence Est. Alors on en avait nous parlé avec Yaya dans les previews en début de saison où moi je sais que je m'étais dit que ça pouvait être une des bonnes surprises de l'Est. Alors à ce niveau-là peut-être pas, mais en tout cas ils montrent que ils sont toujours présents et qu'ils sont pas en mode tanking ou en mode on fait rien de notre année 2025-2026. Donc pour ça déjà, on va en parler, mais surtout parce qu'il y a eu des petits bruits, alors des petits bruits qui sont là réguliers, récurrents, mais là peut-être un petit peu plus ces derniers jours, autour d'un possible retour de Jason Tatum. Alors je vais juste remettre un petit peu les choses dans le contexte et après Anna, on va te lancer parce que c'est la franchise que tu suis particulièrement et peut-être que tu as des infos ou tu suis peut-être des insiders ou des trucs que nous on suit pas nécessairement et ton avis en tout cas sera toujours intéressant à avoir. Là, c'est Chris Forsberg, insider du coup des Celtics, qui déclarait dans son podcast qu'en gros, je vais vous la faire courte, hein, si Tatum continue de gravir les échelons assez rapidement avec le passage à la nouvelle année, donc en 2026, il pourra entrer dans une phase de montée en puissance et ne sera plus qu'à quelques semaines d'un retour. Alors, quelques semaines d'un retour, ça veut dire quoi? Ça veut dire premier trimestre 2026, ça veut dire avant, ça veut dire après. La question qu'on se pose dans cette émission-là, et du coup, je vais te laisser la main là-dessus. Déjà, est-ce qu'on est favorable ou non, je sais pas si la question est bonne ou bien formulée, autour d'un retour de Jason Tatum pour l'année 2026? En tout cas, on parle de la saison là, on parle pas de la saison prochaine. Et si oui, est-ce que c'est un très bon timing
pour cette équipe de Boston qui cartonne et qui carbure bien, ou est-ce que c'est un petit peu trop précipité? Ton avis? Alors, il y a une tonne Il y a de beaucoup de choses, en choses. fait, qu'il faut évoquer par rapport à tout ça. Déjà, quand il s'est blessé, au mois de mai dernier, en tout cas, les fans de Boston et cetera, on s'est dit: «OK, l'année prochaine, ça va être une année compliquée». On s'est toujours dit: «Bon, on va pas espérer grand-chose, pour cette saison-là. Ça va, déjà, bon, il y a beaucoup de cadres qui sont partis et en plus, donc on va commencer à faire sortir, en fait, ceux qui ciraient le bout du banc, disons-le comme c'est et on va essayer de les faire grandir et cetera pour miser sur l'année d'après». Et et en fait, il s'avère que et on pensait aussi surtout, compter donc sur Jaylen Brown, sur Derrick White, et voilà donc les cadres de l'équipe. Maintenant, est-ce que et Peyton Pritchard qui est rentré titulaire. Hem, Maintenant là où il y a plusieurs choses. La saison aujourd'hui des Celtics, elle a très mal démarré, mais par contre depuis, plusieurs matchs d'ailleurs, ça va beaucoup mieux et alors on avait peur pour Derrick White, on le trouvait en deçà et là aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cet état d'esprit-là. Il est all-starable comme on dit. Jaylen Brown oh là là, il y a qui grimace, oh il m'énerve. Bah, le mec il est à 23 points, 4 rebonds, 4 blocs par match donc enfin bon voilà. En moyenne, c'est quand même plutôt honorable et donc voilà, donc l'équipe en fait s'en sort bien. Elle est très bien classée, je sais plus à quel classement est parce qu'on était en back to back et cetera et cetera. Bref, donc je sais plus. On est 3e, donc à l'est. Hem et donc bon alors OK, c'est l'est, tout ce que vous voulez, mais en attendant, c'est une équipe qui gagne un petit peu partout. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est, le côté un petit peu bruit de couloir qu'on aime bien tous avoir, donc en dehors de la NBA et même dans tous les sports. C'est-à-dire, la pression psychologique qu'on met sur les adversaires. Aujourd'hui, de plus en plus et vous allez remarquer qu'en fait, ça se dit le retour nanana de Klay, très rapidement dans quelques semaines. Ça se dit encore plus et encore plus et encore plus depuis que les Celtics vont bien. C'est une pression psychologique pour dire: «Regardez, vous avez vu tout ce qu'on fait là déjà? Eh ben, regardez quand il va revenir comment on va être encore plus fort et vous attendiez rien de nous et voilà ce qui va se passer». C'est une stratégie de communication qui est comme une autre, mais voilà, je pense que dans le management, la volonté de faire revenir Jason Tatum dans la saison est réelle. Déjà lui, il veut revenir, il fait tous les voyages avec l'équipe, il est archi présent, c'est le leader de l'équipe, qu'il soit blessé ou qu'il ne le soit pas. Il est là. Mais je pense surtout que le management de l'équipe peut le faire revenir en tout alors je pense pas début 2026, honnêtement je pense pas. Parce qu'il y a encore beaucoup d'étapes dans sa réhabilitation et dans sa rééducation pardon, qui font que je pense que ce sera pas avant au moins le mois de mars mois de mars, à mes yeux, s'il revient et voilà, c'est et puis je pense qu'il y a beaucoup de bruit de couloir et puis il a envie Mmh. de montrer qu'il est là, qu'il n'abandonne pas l'équipe et qu'il va revenir encore plus fort et il a une possibilité de revenir encore plus fort. Maintenant, je pense qu'il faut pas précipiter les choses. L'équipe, elle tourne bien. L'équipe, ira en play-off et aura un bon seed. Je pense qu'il faut pas non plus précipiter, mais aussi savoir se dire: «OK, si on peut le faire revenir dans l'année pour préparer les play-offs, alors bien on le fait revenir dans l'année pour préparer les play-offs». Mais en attendant, on n'attend pas grand-chose non plus de cette saison. Maintenant, c'est les Celtics. Donc, il y a toujours une attente. Vas-y, toi, Yaya, qu'est-ce que tu en penses un petit peu du cas personnel Tatum, de ce côté, on parle peut-être du rétablissement le plus rapide de l'histoire pour ce genre de blessure, là, le tendon Ouais. d'Achille. C'était contre Tenix, lors des Oui. demi-finales de conférence, au play-off dernier. Donc, de ce cas-là, et voilà, plus globalement du cas de Boston, est-ce que c'est une bonne idée de le faire revenir quand tu es dans cette bonne dynamique là où tu es top 4 à l'Est, ou alors tu te dis, c'est peut-être prendre le risque qu'il se répète pour beaucoup plus et que ça soit beaucoup plus long après. Comment tu vois un petit peu tout ça de ton point de vue grand fan de la franchise du Massachusetts que tu es? Alors moi, il y a plusieurs choses. La première chose que je vois, c'est, la santé du joueur. OK, il est jeune quand il se fait cette blessure, mais pour moi, revenir aussi vite,
C'est dangereux. C'est compliqué, quoi. Je suis C'est d'accord avec très... ça. c'est- On voit de plus en plus, Yaya nous a perdu là, donc on va essayer de le retrouver, mais on voit de plus en plus de retours rapides. Il y avait KD, on s'en souvient aussi, qui était revenu rapidement après une de ses blessures, mais euh, en attendant qu'Yaya revienne, moi je vais permettre de prendre un petit peu la main. Et on avait parlé, on s'était dit que cette équipe-là allait bien tourner dans cette saison régulière-là. Un des cas, moi, que je voulais aborder, je crois qu'Yaya est de retour, donc on pourra le lancer après, mais c'était autour de Jaylen Brown. T'en as un petit peu parlé, toi, Anna. Moi, je m'étais dit, on s'était posé la question au début de saison, je me rappelle très bien, on s'était dit, est-ce que Brown aura cette capacité d'être vraiment l'option numéro 1 de cette équipe-là? Alors, bon, ça, oui, il n'y a pas trop de doute, mais en fait, à quel niveau? Et quand on voit un petit peu les stats brutes telles qu'on peut les voir, et même, en fait, tout ce qui dégage sur le terrain, moi, je trouve vraiment que il est vraiment à un niveau d'excellence vraiment très, très impressionnant. Ouais. Alors, c'est la conférence S, donc machin, mais tu vois, moi, un mec comme ça, dans un débat, donc All-Star, ouais, bien évidemment, mais même dans un débat sur un spectre large MVPable, c'est quelque chose que je peux entendre dans un spectre large, encore une fois, tu vois. Donc, je trouve vraiment qu'il emmène cette équipe-là et qu'il porte ça sur ses épaules, tu vois. Et autour de lui, bah, t'as des lieutenants magnifiques, tu vois. Des mecs comme Derrick White, on a parlé, Ouais. Pritchard. Là, ces deux derniers jours, ils ont claqué des records là. Qu'est-ce que j'ai noté? Je crois que ouais, White, il a fait son record en saison avec 33 points dans le match contre Miami, qui était plutôt sympa à suivre. Là, dans le week-end, Pritchard, il a enchaîné 33 points contre Portland. Match contre Portland où Brown était absent, si je dis pas de bêtises. Et ça n'a pas, c'était contre Toronto, pardon. Toronto, ouais. Et ça n'a pas empêché quand même Boston d'aller récupérer ce match-là, même si Toronto c'est un peu plus compliqué. Il y a aussi, et t'as raison, et j'ai pas beaucoup évoqué Jaylen Brown, mais en fait, moi, j'ai surtout envie de parler de bon, alors, Neemias Queta, un peu moins, mais Jordan Walsh, enfin, cette défense qu'il fait, il est étouffant. C'est-à-dire que, il a, il y a beaucoup de déclarations de Brad Stevens et de Joe Mazzulla d'ailleurs sur Jordan Walsh, mais il faut le redonner ses fleurs à cet ami-là, parce que finalement, aujourd'hui, il arrive à donner une telle intensité défensive que derrière, en fait, ça ne peut que dérouler et ça donne de l'impulsion à Jaylen Brown et à tout le reste. Donc, Jordan Walsh, c'est à saluer. Il y a aussi d'autres. Il y a Minot, bien sûr, Josh Minot, mais il y a aussi et surtout Hugo Gonzalez. Il n'a pas beaucoup de minutes, mais quand il est sur le terrain, il donne aussi défensivement énormément et c'est quelque chose qui est très, très remarqué par le coaching staff de l'équipe. Et en fait, c'est un tout qui permet en fait à Jaylen Brown de briller. Et derrière, bon, évidemment, Derrick White, Peyton Pritchard, ok, évidemment, mais surtout Jaylen Brown, d'être le leader qu'il peut être. Et voilà. Et je trouve que finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Le départ de tous les autres, j'irai pas jusqu'à dire ça pour la blessure de Jay, mais en tout cas, un mal pour un bien, le fait que les autres soient partis, parce que ça permet en fait, bon, déjà de dégager du salary cap. Ah, et puis on n'a pas, pardon, excusez-moi, j'ai pas parlé d'Anthony Simons, qui en sortie de banc aussi te lâche aussi des jolies performances qui aident bien l'équipe. Donc en fait, ça fait un roulement, si tu veux, avec Peyton Pritchard l'année dernière. Donc finalement, l'un dans l'autre, la situation a fait que Boston a su drafter, a su recruter de manière intelligente et précise. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on va s'arrêter là sur le recrutement? Je pense pas. Je fais confiance à Brad Stevens. Je pense qu'il faut encore un petit apport, notamment à l'intérieur, pour que l'équipe elle soit vraiment performante en playoff. Pardon, je t'ai coupé, Non, mais fallait que je le dise. Mais de toute façon, c'était un point que je voulais aborder, donc tu l'as fait sur cette profondeur d'effectif, en fait. Comme tu as dit, vous avez dégraissé avec des gros joueurs qui sont partis, et pourtant vous arrivez encore à être compétitif. Et évidemment, il n'y a pas que Brown qui porte l'équipe, ou Pritchard et White, évidemment, ils sont en fer de lance. Et c'est bien, parce que un mec comme Pritchard, on s'était dit, ok, est-ce que là, en ayant plus de minutes et plus de responsabilités, est-ce qu'il va aller réussir à passer ce cut là, et il le fait parfaitement bien. Donc, et après toute la profondeur d'effectifs que tu as cité, je suis totalement d'accord avec toi, et ça montre aussi le travail de fond qui est fait par la franchise. On sait que c'est une franchise sérieuse, stable, qui travaille bien. On fait des compliments à Boston, et oui, ça arrive. Mais en tout cas, il faut le dire. Yaya qu'on a retrouvé, tiens.
sur ce débat un petit peu là autour de du retour de possible de Tatum, de Boston. Alors on te laisse un petit peu la main tant que la connexion semble être là. Ouais, pour moi, le vrai problème par rapport à ça, c'est la santé du joueur. Tu mets en, c'est comment tu vas le retrouver. Est-ce que c'est vraiment une année pour le faire revenir? Est-ce qu'ils ont vraiment un shot pour aller gagner le titre? Je suis pas sûr, tu vois. Même si, allez, on va dire qu'ils sortent en finale NBA. Est-ce que ils ont vraiment une chance face à Mais oui, OKC? mais oui. Mais bien sûr, Oh. mais bien sûr que non. Mais Jason Mais bien Tatum. sûr que oui. Oh, mais bien sûr que oui. Mais non, les autres ils sont complets de fous. Et Mais de surtout qui que tu parles? De qui est complet de fou? À OKC, part, mais mais OK, quelles autres équipes sont complètes de fou? mais personne. Franchement. Et Eh ben voilà. on sait déjà qui va gagner à la fin. Cette Non. année, on le sait. Bah Bah, bien je sûr te que le si. dis que non. Bah, je te Non dis mais que non, Bah, moi. et attends, en tout cas, même si Tatum revient, tu vas déstabiliser ton effectif que tu as, Non. ta hiérarchie pour un joueur qui OK est un leader, Fais très mais qui attention. Fais très, très attention. mais non, mais c'est vrai, mais écoute, En le fait, gars, l'avantage il va se dire: de «Mais attends, tu sais combien de temps on dit qu'il faut pour revenir à 100% d'une blessure?» Tu vas Mais mettre j'ai un pas dit joueur le qui contraire. Moi, je dis pas qu'il faut qu'il revienne tout de suite. Moi, je dis que si il doit revenir, c'est le plus proche des playoffs possible. Et encore. Et encore. ah moi mais je du pense coup que c'est en termes de rythme, c'est pas bon, Oui, mais tu vois? ils ont pas besoin de Tatum actuellement. Tu vois ce que je veux c'est dire? ça. Le fait, ben, non, mais dans le sens, ben, en saison régulière, ils ont pas besoin de Tatum. En playoff, ils vont en avoir besoin. Ouais, mais Et si Tatum l'avantage il de ouais. cette équipe, attends, laisse-moi finir parce que je vais te répondre à ta question, je pense. Le fait d'avoir Jason Tatum qui revient sur un effectif qui fonctionne aussi bien sans lui, ça veut dire que ça va libérer Tatum derrière pour pour avoir de sa liberté dont il a besoin et avoir moins la pression de la défense, du jeu, etc. Le fait que l'équipe est huilée et n'a pas besoin de lui outre mesure fera que ce sera plus simple pour lui de revenir. Beaucoup moins de pression. Et c'est très important. Mais la Ouais, je santé du suis joueur avant tout, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui, non mais moi ça on est je tous pense raccords que tu là-dessus. vois, revenir aussi vite Je du suis tendon d'accord. d'Achille, mais c'est une hérésie, mais complète. Alors je sais bien que la médecine fait des progrès, mais non quoi, enfin, Je vais pas dire ce que je pense. Parce que c'est... Non, voilà, voilà. Mais moi, je voulais revenir vite fait sur Brown. Alors, on va à droite à gauche, mais tout est lié. Pendant quand il y a toujours eu cette discussion, alors à tort ou à raison, mais du duo Brown Tatum, est-ce que ça fonctionne vraiment bien? Est-ce qu'il faut en trader un? Ils ont été gagnés un titre, bravo à eux. Mais, et c'était vers là que je voulais emmener la discussion maintenant, c'est que en gros, quand on disait il fallait, est-ce que les deux ça fonctionne? Est-ce qu'il y en a un qui doit bouger? Ça a toujours été le même qui a été cité. Ou en tout cas, ça a toujours été le même qui n'a pas été cité. Jason Tatum n'a jamais été cité comme étant celui qui devait potentiellement bouger de Boston. Et Jalen Brown l'avait dit, je crois qu'il avait senti à une époque que tu vois, c'était pas nécessairement le chouchou, il le savait, tu vois, ou c'était pas le frère préféré de la fratrie pour faire une petite image familiale, tu vois. Est-ce que là, avec donc l'absence de Tatum, on rappelle juste que pour le titre des finales NBA de Boston, dans le duo, celui qui est MVP des finales, c'est pas Tatum. Je repose juste ça là. Euh, Non, je repose juste ça là. Ouais, mais ça compte. Tu vois. Est-ce que c'est là, le vrai leader. de par l'absence de Tatum et de par les responsabilités prises par Brown et tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure et qui sont très positifs à son égard, est-ce qu'en fait le gagnant dans cette histoire-là, c'est pas Jalen Brown où il montre que bah en fait les gars voilà, j'ai pas besoin d'un alors je vais aller loin dans mon propos mais j'ai pas besoin d'avoir Jason Tatum dans les pattes et moi je peux te porter une équipe top 4 à l'est alors peut-être certes dans une conférence est un peu faiblarde ouais, mais mais en ça fait moi change je peux pas. te tenir une équipe et je peux et sur un malentendu et bah, je peux retourner en finale NBA ou au moins en finale de conf, tu vois? Bien Complètement, sûr. mais c'est sûr que c'est une vraie opportunité pour lui, comme ça l'est pour Jordan Walsh, comme ça l'est pour Neemias Queta, Ah comme ouais, ça mais l'est pour tous les autres. à notre Ah niveau là, on bien évidemment, chacun a son propre niveau, mais c'est voilà. vrai que ça laisse cette opportunité à Jalen Brown
D'enfin dire: «OK les gars, foutez-moi la paix, je sais mener une équipe et si ça a marché, c'est parce qu'on était tous les 2, mais je peux quand même le faire tout seul. J'y arrive quand même tout seul». Et c'est très, très important et à côté de ça, alors malgré tout, tu peux dire qu'il est pas alors c'est vrai qu'il n'est pas sur le terrain, Jason Tatum, mais il est sur tous les déplacements, il est sur le bord de tous les terrains, il est là chaque fois et tu vois qu'il est, heu, inclus pas non, qui s'investit pardon, oh là là, Mmh. qui s'investit dans l'équipe et dans tout ce qui se passe dans l'équipe. C'est-à-dire qu'en fait, il est pas blessé, il reste là, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est en ça que je pense que, ne pas lui, il a envie de revenir, il a envie de jouer. C'est normal, c'est le joueur et cetera. Maintenant, c'est Brad Stevens, il expliquait à quel point il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir avant qu'il puisse en effet revenir. C'est, donc c'est aussi une méthode de communication si tu veux. Tu communiques sur le fait qu'il va revenir. Attention, ayez peur parce qu'en fait on est là et on est des outsiders et on est très fort quand on est dans ce rôle-là et en même temps, c'est, dire, «Bon OK, ça va, détendons-nous quoi. L'équipe elle fonctionne, faut que le joueur et derrière il se sente, comme il faut OK. sur son retour». Tiens, juste pour finir et donc je te pose une dernière question Anna et après on laissera le mot de la fin à Yaya là-dessus. Est-ce que par exemple là si on te dit tu vas fin 2025, Tatum revient, tu parlais de mars toi, de ton pour toi. Ouais. Voilà, il revient, allez, mars, avril, tout ça machin. Si on te dit, Jason Tatum revient et on fait un push en playoff, tu vois, parce qu'on est dans une conférence Est un peu mid et on arrive à aller battre des équipes, voilà, soit qui ont pas assez d'expérience type Détroit, ou alors sur un malentendu, on peut mettre New York, on peut les mettre derrière nous, tu vois. Non mais il y a un monde. Est-ce que toi tu valides ce potentiel push et te dire bon allez je retourne en finale NBA tout en sachant que la conférence Ouest en face, c'est quand même assez peu probable que tu remportes le titre, ou alors tu te dis on continue sur cette belle lancée de 2025 et on continue à développer tout cet riche effectif-là et on fait revenir Tatum plus tard pour redevenir l'équipe numéro 1 de l'Est. Tu signes pour un côté court terme ou tu préfères voir à 12 mois, tu vois? Moi, je vois sur du long terme et je pense très sincèrement que le management des Celtics est sur cette vision-là. On prend ce qu'on peut prendre. Si la santé du joueur permet un retour, on prend, mais tout en n'ayant pas bien évidemment, tu as envie d'aller au bout, enfin et surtout avec le nouveau propriétaire, il est incroyable ce nouveau propriétaire. Tu as envie d'aller au bout quoi qu'il arrive, mais moi je pense que le mieux, c'est d'avoir quand même une stratégie long terme. Maintenant, on est à l'abri de rien, je vais te le dire. Pour moi, tu le fais revenir maintenant, c'est une folie et c'est n'importe quoi et il faut pas le faire. Mais déjà, je suis pas médecin, je suis pas le joueur, je suis pas le coaching staff, je suis pas tout ça. Mmh. Voilà, pour mais je pense que les Celtics sont plutôt dans une ambiance: «OK, ben, on va continuer de construire. Ce qui vient, vient et tant mieux et on prend mais par contre, pour l'année prochaine, faites attention à nous parce que ce sera nous qui serons champions». Tu vois? Je pense qu'ils sont dans cette mentalité et après ils sont ouverts aux opportunités. S'ils voient que Tatum progresse de la manière dont il doit progresser pour revenir dans la meilleure des formes et que ce soit sécure pour lui, je pense qu'ils iront. Mais il y a beaucoup, beaucoup de conditions pour que ce soit le cas. OK, OK. Yaya, du coup, pour répondre, trop potentiellement trop précipité un retour de Tatum en 2026? Ou alors ça peut être, le bon coup inattendu et te dire: «Bah, en fait, cette équipe-là, elle va redevenir l'équipe relou à l'Est en vue des playoffs», tu vois? L'équipe relou à l'Est, oui, l'année prochaine, ouais, clairement. Mais cette année, ça va être compliqué. OK, bon. Bon, en tout cas, on va suivre tout ça parce que, évidemment, va y avoir encore, d'autres, bruits qui vont sortir au fur et à mesure et plus on va avancer dans l'année et si Boston continue à bien tourner, dans cette conférence Est-là, il y a en tout cas, c'est probable que les rumeurs, les infos continuent à sortir et que les vidéos où on voit Tatum là, je crois qu'on a vu des vidéos où il faisait du 1 contre 1, je crois, des trucs comme ça, il y a pas longtemps là. Ouais, exactement. Mais il y a encore Donc en tout beaucoup de cas, choses à faire. Enfin, il a encore beaucoup de progrès à faire et de ouais. steps avant d'arriver à là. Ah oui, évidemment. Donc, on va suivre ça évidemment avec grand intérêt et voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à donner votre avis hein, si vous faites partie de la communauté
comment on appelle ça, la Celtics Nation, c'est ça? Celtic Nation. Voilà, on sait qu'elle est, elle est costaud sur les réseaux. Donc n'hésitez pas et on pourra en reparler évidemment au cours de la saison. Alors, les conditions de podcast sont un petit peu particulières aujourd'hui. Ça coupe pas mal. On s'en excuse si on peut sauter de temps en temps, mais voilà, c'est les aléas des uns et des autres. On va quand même essayer parce que c'est très important de quizer, j'ai envie de dire, de s'amuser un peu et de répondre à des questions autour du basket et surtout que vous nous montriez encore une fois vos talents et votre comment on va dire ça, votre côté encyclopédie du basket. Parce que ça fait quoi? Ça fait 4 semaines peut-être qu'on n'a pas fait de quiz. Au moins, ça doit faire au moins 3-4 semaines. C'est moi qui l'avais gagné le dernier. Oui. Alors attention, on rappelle parce que peut-être certains sont arrivés entre-temps ou vous avez oublié parce qu'on vous en voudrait pas. C'est un cumul de points chaque semaine et c'est à la fin de l'année qu'on élira le ou la meilleure intervenante. Bon, après voilà, chacun prend ses trophées et ses lauriers où il le souhaite. Hein. Là-dessus, là-dessus, peu de problème. Voilà, le petit quiz. Alors je me suis dit bon, chaque fois, on va faire un quiz sur le débat, donc on va faire un quiz sur Boston. Mais non, évidemment que non, parce que déjà ça aurait désavantagé mon chouchou et ça t'aurait avantagé toi, Anna. Donc c'était pas possible. Donc genre je suis c'est parti. Yaya, c'est le chouchou. Bah oui, exactement. Il est là toutes les semaines, lui, tu vois. Donc moi je prime à la fidélité. Voilà. C'est important la fidélité. On est d'accord. Alors, notre quiz. On va revenir sur le quiz. On va parler tout à l'heure dans le récap express, si vous nous avez écouté au début d'émission, on a parlé de Dillon Brooks. Ok. Oui. On a parlé de son côté un petit peu grande bouche, les expulsions, les fautes techniques. Donc, je vous propose un quiz spécial fautes techniques et éjection. Ah non! Celui-là, ouais. Alors vous voyez pas, mais Yaya est en feu complet parce que toi le trash talking, les coups d'épaule, tu connais. Normalement, c'est un quiz pour toi. Oui, tout à fait. Je peux te dire qui est le recordman. Oui, bah alors attends, non mais quand même, j'ai fait des trucs un petit peu plus compliqués que ça quand même. Donc je vais vous poser 3 questions. Donc je vous donne l'intitulé de la question, le nombre de points à gagner, tout ça, et on y va. Alors, la première question. Où est ma fiche? Elle est là. Alors, donc, je suis allé un petit peu creuser dans l'histoire de l'NBA. Bon, ça là est pas très compliqué. Je vais vous demander l'un après l'autre de me citer les 10 joueurs dans l'histoire NBA ayant accumulé le plus de fautes techniques. Ok. Alors, pour vous donner un indice, c'est des noms plutôt connus, sauf un qui est peut-être un peu plus dur à aller chercher. Et un autre indice, dans les 10 joueurs, on a un joueur actuel. Ok. Donc, on y va en ping-pong, chacun son tour. Les règles. Si vous répétez le nom d'un joueur, et bah du coup le point va directement à l'adversaire. Il y a un point en jeu, ok. Et comme je suis sympa, vous avez droit chacun à une erreur. Vous avez droit à un joker, en gros. Si vous loupez, vous n'êtes pas éliminé complet. Par contre, attention, voilà, si vous répétez le nom d'un joueur qui est dans les 10, terminado. Qui veut démarrer? Moi. Oh, superbe. Ouais, évidemment. Mais non, parce que je suis obligé de le citer parce que c'est mon joueur préféré de toute l'histoire. Eh ben, on t'écoute. Rashid Wallace. Ouais. Tout à fait. Rashid Wallace est numéro 3. Et pour info, il est numéro 3. Il a 317 fautes techniques. Je vous donne le chiffre. Et il est numéro 1 all-time en termes de nombre d'éjections. Voilà, ça c'est pour la petite info en plus. Donc Rashid Wallace, c'est bon, on continue. Ping-pong, on y va. À moi? Alors, Gary Payton. Tout à fait, numéro 4. Continue, hein, allez-y, hein, on évite les blancs, tout ça. Karl Malone. Vous pouvez prendre des notes, hein, comme ça pour éviter de répéter. Karl Malone, évidemment, numéro 1 all-time, 332 fautes techniques pour oui, c'est ça. Pour le joueur qui était Karl Malone. On continue. Là, vous m'avez cité le numéro 1, le numéro 3, le numéro 4. Et Charles Barkley. Évidemment, numéro 2 de ce classement. Donc là, vous m'avez donné vraiment les... Alors, il manque 2 gros noms dans l'histoire des trash talkers ou des mecs qui aimaient bien rentrer dans la castagne. Et après, ça va commencer à devenir un peu plus compliqué. Yaya, à toi. Kevin Garnett. Kevin Garnett,
numéro 10. Donc là, il est vraiment à la porte du top 10, mais il est numéro 10. L'ex-joueur des Wolves qui va avoir enfin son maillot retiré. Tiens, pour info, on aurait pu en parler dans le récap. Kevin Garnett, du coup, numéro 10 de ce classement. On continue. Encore un gros nom. Dennis Rodman. Évidemment, Dennis Rodman, top 5. Avec en partie l'époque des Bulls, mais pas que. Il nous reste la place numéro 6, numéro 7, numéro 8, numéro 9. Un joueur actuel, je vous rappelle. Et un joueur, franchement, si vous arrivez à le retrouver, je vous tire mon respect parce qu'il est compliqué. J'en ai un. Ah ben non, mais ça y est. Qu'est-ce que j'ai comme joueur là, j'en ai pas. C'est un peu plus compliqué, là. Ouais. Trash talker. Qui parlait aux arbitres. Michael. Non. Non. Donc, hop, Yaya, t'as grillé ton joker. Et Vas-y. là, tu vas avoir honte. Anthony Mason. Oui, c'est celui-là. Ouais, franchement, c'était celui-là qui était galère. Bien joué. Anthony Mason, 7e, avec 192 fautes techniques dans l'histoire. Franchement, celui-là, c'est le seul, tu vois, quand j'ai vu la liste, ah oui, putain, c'est vrai qu'il y a lui aussi. Bah oui, Les autres, non, les noms, tu les connais, tu vois les têtes, tu vois les trucs. Et lui, du coup, ouais, joueur d'Enix, hein, Yaya, Anthony Mason. Ouais, mais tu vois, je pensais pas qu'il en prenne autant de fautes techniques. Ouais. Donc voilà, bon, t'as grillé ton joker, attention, t'as plus le droit à l'erreur. Ouais. Un joueur actuel et 2 joueurs. Allez, je suis sympa, je donne des indices. Il y en a un, il est haut. Vas-y. Tu veux un indice ou je balance? Ouais, vas-y. Alors, je donne comme dis ça. donc, moi, Non, j'en mais aurais pas eu, hein. Mais si. Attends, mais si Yaya a la bonne réponse, après tu peux enchaîner, donc tu auras les mêmes indices. Il y a un Européen, pas n'importe lequel. Il y a un Européen, ok. Le joueur actuel, je ne dis rien, mais c'est pas nécessairement celui auquel on s'attend. Je sais, je l'ai, le joueur actuel. C'est un gars, le joueur actuel, c'est un joueur clivant. Je dis pas plus parce que si je dis plus, vous allez savoir. Et le dernier, non, le dernier, je dis pas parce que ça serait trop. Alors, si je donne l'indice, ça va sortir trop vite. J'hésite, mais Draymond Green. Mais non, c'était celui-là qu'il fallait pas citer. Non, c'est loupé. Est-ce que, vas-y, Anna, t'as le point, mais est-ce que t'as le dernier, du coup? Je pense que j'en ai un. Alors, c'est un gros pari, là, que je fais. Donc, c'est peut-être mon joker. De toute façon, vas-y. Hein. Je pense à Russell Westbrook. Tout à fait. C'est ça. Je l'avais Russell entendu Westbrook. dans un podcast il y a je sais plus quand. Bien joué. Ouais, il est 8e avec 183 fautes techniques. DeMarcus Cousins, il en a eu ou pas, lui? Il est pas dans le top 10, en tout cas. Il est pas dans le top 10. Les 2 autres noms que vous m'avez pas donné, alors l'Européen, c'était Dirk Nowitzki. Ah! Ouais, la longévité, ouais. Dirk, il est 6e. Et numéro 9, Dwight Howard. Fallait le trouver, celui-là, plus compliqué. Plus compliqué, Dwight, c'est pas le nom auquel on va penser. Bon, après, pas mal, vous étiez pas mal. Vous m'avez cité les 4, 5, 6 premiers déjà. Et après, joli Anthony Mason. Franchement, bravo. Juste pour dire un truc, c'est que à l'époque, jusqu'à Rashid Wallace, t'étais pas suspendu. C'est à partir de Rashid Wallace que t'as commencé à avoir des suspensions. 16. Ouais. 16 fautes techniques. Et Rashid Wallace, 41 fautes techniques en une saison. Ah, c'est chaud. Ouais, c'est clair. Alors. Et son fameux ball don't lie. Ouais. Qui a été repris depuis. Deuxième question. Pareil. Alors là, c'est pour, alors, 1 point, voire 2. OK? Donc, on va revenir sur la saison actuelle. Saison 2025-2026. Je vais vous demander combien de joueurs NBA ont été éjectés au moins une fois cette saison. OK? Donc là, c'est à celui qui a le nombre. Ah, je suis sympa, je donne un indice. Le nombre le plus proche. OK? Si vous me donnez le nombre exact, vous marquez 2 points. Sinon, ce sera 1 point. OK? Donc, Yaya, t'avais commencé pour la première. Donc, Anna, c'est à toi. Combien de joueurs NBA cette saison ont été éjectés au moins une fois? Alors, si tu as été éjecté plusieurs fois, ça ne compte pas pour plusieurs fois, évidemment. Alors oui, c'est ça, c'est un joueur unique? Ouais, voilà. Si tu as été éjecté 3 fois, ça compte pas 3 fois. T'es une fois. 20. Ok, toi tu notes 20. Ah, Yaya, est-ce qu'il va la jouer fourbe? Oui, il va la jouer fourbe, comme à chaque fois. Exactement. Moi, j'aurais dit 21. Oh, bâtard. Ah, non, mais on savait qu'il allait la jouer fourbe. Mais est-ce qu'il allait la jouer fourbe dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Est-ce qu'il allait être dans la bonne bascule? Je pense qu'il y en a 25, mais c'est pour ça que je dis 21. Ouais, c'est surtout qu'il y en a eu 16, en fait.
Oh, j'ai gagné. Bah oui, évidemment. Donc, tu vois, t'as été fourbe, mais tu vois, la fourberie t'as eu parce que t'as pas été dans Non, le parce bon que truc, tu vois. non, mais tu sais quoi? Je pensais C'est. qu'il y en avait 24. J'aurais dit Non. 24, tu vois. Ouais. Donc 16. 16, bon, un point du coup. Il y a des noms, alors, attends, j'ai pas noté les noms, c'est dommage, mais bon, il y a des Il y a Draymond classiques. Green et il y a Rudy Gobert. Green. Ouais, mais il y en a 16 quand même, tu vois, donc faut aller les trouver. Mais en tout cas, 16 joueurs ont été éjectés. Alors, j'ai pas la stat si parmi ces 16, ils étaient tous sur le terrain ou alors ils ont éjecté. Des fois, tu te fais éjecter alors que t'es sur le banc et tu te rachetes aucun. Parce que Bon, ça, je sais pas. Parce que T'as eu tu mets deux coachs éjectés déjà. Ouais, et Adelman, dernièrement, là, dans le match entre Denver et Houston. et Finch. Et Finch aussi. C'est vrai, c'est vrai. Dernière question. Et même s'il est Vas-y. plus coach, il s'est fait quand même fait virer, c'est coach Pop. Dernière question. Alors, celle-là, elle est pour 2 points. J'ai même hésité à faire 3, mais on va rester sur 2 points pour pas trop désavantager. Donc, Yaya, tu peux égaliser sur ce quiz Ouais. avec cette réponse-là, ou alors Anna peut te mettre une masterclass sur le quiz. Ouais, mais c'est normal. Spécial. C'est normal. Elle prend que des fautes techniques, elle fait que râler sur un terrain. Ça, c'est vrai. Alors, Moi, jamais. je vais vous faire un qui suis-je. Ah. Oh là. Ok, pour 2 Total. points. Donc, je vais vous faire une petite description de la personne, machin, sa carrière. Dès que vous avez la bonne réponse, alors vous le verrez pas en podcast malheureusement, mais je vais vous demander de lever la main. Comme ça, moi, je m'arrêterai dans mon truc. Vous donnez votre réponse. Attention, si vous avez la bonne réponse, évidemment, marquez 2 points. Si vous n'avez pas la bonne réponse, va falloir attendre que l'autre personne donne sa réponse. D'accord? Donc, à Ok. vous de jouer tactique. Est-ce que vous coupez l'herbe sous le pied à l'autre ou pas? Alors, qui suis-je? Je suis né le 9 mars 1980 à Santa Clara. Je suis resté en Californie pour mon cursus universitaire du côté de UCLA. À l'époque, je suis un ailier polyvalent, capable de défendre dur et sur plusieurs positions. En 2002, à la draft NBA, je suis sélectionné au second tour par les Grizzlies, mais je suis directement échangé à Cleveland avant d'être coupé. Mon premier match NBA se déroulera en janvier 2004 avec les Clippers. J'ai joué pour 9 franchises différentes, avec des passages remarqués chez les Warriors de l'époque We Believe, aux Lakers, autour de Kobe, ou encore chez les Clippers, en parfait bodyguard de Chris Paul et Blake Griffin. Oh, je l'ai. Ah, le vas-y. bodyguard. C'est Matt Vas-y. Barnes. Oui, joli, Matt Barnes, bravo. Le bodyguard de Blake Griffin. Bien Je joué. sais. Je continue, tiens, mon petit truc. En 2017, je signe à nouveau aux Warriors et j'y remporterai mon seul trophée Larry O'Brien. Il avait signé parce que KD s'était blessé. Oui, exact. Et donc, Oh il là avait eu là. droit à la signature. Je resterai dans les mémoires comme étant un 3&D type avec une mentalité rugueuse, ce qui me vaudra 12 éjections en carrière, Ouais, ce c'est qui vrai. me classe numéro 3 all-time dans cette catégorie. Alors, ils sont plusieurs à 12, mais il est dans le top 3. Et il a des bifs Aujourd'hui- aussi avec sa femme et tout, son ex qui Ah était ouais, avec non, mais il y a des histoires. Je suis allé retrouver des histoires où il a Il y a un été super courir. podcast. Ouais, voilà. Et ben, c'était la fin du truc. Tu l'auras peut-être trouvé avec ça. Où j'ai dit, aujourd'hui, je suis observateur NBA, podcaster dans l'émission All the Smoke. Je suis Ouais. Matt Barnes. Mais il a des dingueries, il a des casseroles, ce mec-là. Quand je suis allé retrouver des petites archives, des histoires, je crois que c'était dans un match avec les Clippers où il était parti courir après John Henson, je crois, dans les vestiaires, dans les couloirs, suite à une expulsion, et les arbitres lui avaient couru après parce qu'ils sentaient qu'il allait avoir du grabuge. Bon, bref, franchement, bravo. Matt Barnes. Il était pas, frérot, je connais, hein. Ouais, Oh. il était pas simple celui-là quand même. Le Matt Non, Barnes. il était chaud. Moi, je Non, Ah, mais il était- le bodyguard de Blake Griffin et Chris Paul. Ah, je savais qu'avec l'époque, tout ça, ça pouvait vous donner des infos. Le We Believe, j'avais oublié. Tu vois, pour être Ouais, honnête. mais c'est comme ça qu'ils étaient Moi potes non plus, avec. je C'est sais pour ça pas. qu'ils étaient potes avec Stephen Jackson. Et moi, je me souviens surtout de lui au Magic. Et avec Ouais, Avec le ballon dans Kobe et Kobe qui bouge pas, quoi. exactement. Et suite à ça, alors, de ce que j'ai cru lire, Kobe avait demandé du coup à faire venir Matt Barnes aux Lakers parce qu'il il avait eu ce truc-là et il avait joué du coup avec Kobe en partie pour cette histoire-là. Mais ouais, franchement, bravo. Franchement, Matt Barnes, bien joué. Donc Moi, c'est un score. Je savais pas qu'il était de 80. Tu vois, ouais. Alors c'est Ça un qui score m'a- C'est ça qui m'a sans aidé, hein. appel. Ouais, un score sans appel sur ce quiz. Est-ce que Yaya, Ouais. tu veux donner le résultat du quiz ou je le fais? J'ai 0, elle a combien? 4? 4. 4. Ah ouais, là attention. Hein. Beau retour, magnifique. Et Franchement, c'est quoi? félicitations. C'est
c'est un score LeBron James en finale. Oh, dis donc. Magnifique. Franchement, félicitations C'est à un vous. petit sweep Bah, comme ça. félicitations à vous. Tchic, 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 tchic. Non, mais voilà, ça faisait longtemps qu'on n'ait pas fait de quiz, donc fallait remettre un petit peu dans le bain. Et en tout cas, c'est fait. J'espère que vous avez eu les bonnes réponses à la maison. Et on va pouvoir enchaîner et conclure surtout avec notre petit agenda, les matchs à voir cette semaine. Et évidemment, on va se concentrer sur période des fêtes oblige, sur les matchs de Noël qui auront lieu évidemment comme chaque année et qui promet toujours du bon spectacle, diffusé sur beIN encore une fois. On salue toute la team NBA Extra qui va proposer encore une belle nuit de basket. Dans tous ces matchs de Noël là, est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous hype un petit peu plus? Bah oui. Knicks Cavaliers. Knicks Cavaliers, ça c'est le Oh. premier ça. Historiquement, New York joue toujours à 18h là. Non, Exactement. le Spurs Thunder, il est. Mais on peut donner le programme parce que c'est vrai qu'on aurait pu commencer par ça. T'as donc Cleveland New York à 18h, t'as San Antonio Thunder à 20h30. On en avait parlé, Yaya, c'est un des 3 affrontements là du Spurs Thunder du mois de décembre. T'as le Mavericks Warriors à 23h. Quand on voit ce que fait Cooper Flag en ce moment, ça peut être intéressant d'aller voir son premier match de Noël. Les Rockets contre les Lakers à 2h du matin et la nuit se terminera entre les Wolves et les Nuggets. Moi, je t'avoue aussi que le San Antonio OKC est intéressant avec un bémol. Ils se seront vus 2 jours avant, je crois. Donc, à voir qui joue pas, je sais pas. Bon, Moi, surtout, je pense qu'ils vont mettre quand même Wemby et exact. tout, mais Oh, bah, c'est un match moi, de Noël, t'es obligé. Je pense que c'est moi, plutôt le match d'avant. je veux la confirmation que Wemby, c'est la kryptonite de OKC. ouais, on en avait parlé et c'est vrai que c'est quoi, c'est le premier match de Wemby à Noël, non? Je sais pas. Oui. J'ai le truc. Oui, c'est ça. Hein, donc ce sera à voir. Donc ouais, Cleveland, New York pour toi, Camilla, même si bon les Cavs, bon voilà, tu vois. Non, mais c'est Madison Square Garden, quoi. C'est tout. Il y a que dire de plus. Pour Voilà. Il y a digérer le Lakers tranquillement de. Rockets qui Et est puis sympa. ouais, et honnêtement, tu vois, t'es sorti de manger, hop, tu prends un petit Dijon devant, voilà, c'est cool. Ouais, tu te poses bien. Ouais, donc San Antonio, KC, Dallas, et donc tu disais quoi? Ah, le Houston Lakers. Franchement, il est pas mal, hein. Ouais, c'est Bon, sympa ça. tous les matchs sont bien en général. Il y a pas de fausses notes en général dans les matchs de Noël. Franchement, donc c'est la soirée par excellence à suivre, que vous soyez en famille, entre potes ou même solo. C'est toujours cool de regarder des matchs de Noël de 18h à 6h30 du mat là. Donc c'est l'occasion de prendre sa bonne dose de basket un 25 décembre et ça c'est cool la NBA là-dessus. Yes. T'auras un peu de NFL ou pas, Yaya, cette année encore? Ça, y a concu ou comment ça marche? Attends, ça a coupé encore ma Ah connexion. Vas-y. non, je demandais Yaya s'il y avait de la concu avec le foot américain pour Noël là. Oui, oui, il y a des matchs de NFL qui sont en plus sur Netflix cette année. Donc ouais, Ah oui, donc exact, j'ai vu. la NFL, vu que ça marche pour la NBA, copie. Ok, bon bah pour une fois que c'est dans ce sens-là et pas dans l'autre, mais bon en tout cas, vous aurez de quoi vous régaler en sport US entre les matchs de NFL et les matchs de NBA sur cette soirée du 25 décembre. Voilà, on a fait le petit point, le petit tour sur cette nouvelle semaine là. Je vous remercie d'avoir été là pour l'émission et de nous avoir éclairé avec vos connaissances basket, bah, surtout l'une et vos avis et votre mauvaise foi pour l'autre évidemment. Merci à toi. Yes. On va remercier Yannick aussi. Même si, non, je crois qu'on a perdu Yaya. Yaya nous salue de la main. Alors, vous le verrez pas, mais voilà, Yaya vous salue évidemment. On vous souhaite une bonne semaine basket, en tout cas, de bonnes fêtes. Si vous faites un petit break et que vous regardez moins de matchs, on ne vous en voudra pas. Profitez bien de vos proches, de votre famille, de vos amis. Mangez bien, mais pas trop non plus, parce qu'à chaque fois, on mange des caisses, on n'en peut plus. Mais bon, c'est ce qu'on aime aussi. Donc voilà. Amusez-vous bien, c'est une semaine un petit peu différente des autres, donc profitez bien, passez du bon temps, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast évidemment, et vous retrouverez Elliot qui vous proposera sa chronique la semaine prochaine. Monsieur Elliot qui est en petit road trip du côté de l'Est des États-Unis, il vous en parlera très certainement donc d'ici une petite semaine. Bonne fête à vous et à la semaine prochaine. Ciao!